Bonjour à toutes et à tous, on vous retrouve avec Simon pour la réalisation d'une vidéo sur un sujet passionnant, un sujet ultra rentable, l'investissement dans l'immobilier locatif. L'objectif de cette vidéo, ça va être d'échanger sur comment acheter correctement son bien, quelles sont les erreurs à éviter, comment maîtriser la rentabilité. On va vous donner un certain nombre de clés. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va vous partager un petit bonus qui permettra de booster un peu la rentabilité. Avant de commencer cette vidéo, on vous retrouve au travers la Fédération des investisseurs locatifs. Vous pouvez visualiser notre site internet, retrouver nos projets et surtout retrouver les accompagnements qu'on va vous proposer, soit 100% numérique, soit sur une formule numérique et physique, dans l'objectif de faire en sorte que vous réussissiez votre premier investissement locatif. L'objectif de cette vidéo, première étape, premier point qu'on veut aborder avec Simon, c'est la question à répondre, c'est pourquoi investir dans l'immobilier locatif. Alors, je vais laisser la parole du coup à Simon. Eh ben déjà, bonjour à tous. Merci Nico pour cette nouvelle vidéo. Et donc, le sujet du jour, pourquoi investir dans l'immobilier finalement par rapport à d'autres investissements que l'on pourrait avoir à disposition. En fin de compte, l'immobilier, ça reste vraiment un point essentiel, on va dire, je dirais, dans la culture du français et dans la constitution de son patrimoine. La pierre, ça reste tangible. Et il faut savoir que par rapport à d'autres actifs comme la bourse ou les actions en particulier, l'immobilier on est beaucoup plus stable. Si on regarde les graphiques des prix au mètre carré dans l'immobilier en France en général, on a une longue et lente croissance d'année en année. Alors effectivement, il peut y avoir des petites variations. Si on repense à 2008 avec la crise des subprimes, ou même là, bien plus récemment, sur les 2 dernières années, où on voit un affaiblissement de la croissance, même une baisse dans certaines régions. Je pense que moi sur 2025 ça devrait finir de se lisser, de s'installer, puis on va reprendre gentiment une petite croissance quand les Français vont pouvoir retrouver du pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment un élément essentiel à prendre en compte parce qu'on a un investissement qui est stable et durable dans le temps. Donc pour moi, c'est vraiment un élément important à prendre en compte et c'est ce qui fait, pour moi, l'un des critères principaux de ce choix d'investissement. Ok, du coup, en fait, la stabilité et le fait que ce soit quelque chose de tangible, je comprends. Je vais rajouter un point aussi, c'est avec l'immobilier, si vous êtes bien accompagné, si vous êtes bien conseillé, si vous connaissez un peu les bonnes bases pour un bon investissement immobilier, vous avez la possibilité de dégager un cash flow positif. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir des revenus, petit ou parti, mais des revenus de votre investissement. C'est beaucoup plus compliqué avec les actions. On sait que les actions, effectivement, il y a un effet volatile, vous pouvez avoir des dividendes, mais souvent c'est à la fin d'une année. On sait que sur l'or, ça peut suivre l'inflation, mais vous avez pas de cash flow. L'avantage de l'immobilier, c'est que lorsque c'est bien fait, une fois que vous avez payé votre crédit, une fois que vous avez payé votre assurance, une fois que vous avez payé votre taxe foncière, vous avez la possibilité, si ça a bien été réalisé, d'avoir un excédent, un petit excédent, et donc d'avoir une petite augmentation des revenus immédiatement. Donc voilà. Si tu devais rajouter un point, du coup, toi, Simon. Un des points aussi essentiels pour moi, c'est la possibilité de jouer l'effet de levier et de demander un crédit, chose qu'on ne pourra pas faire sur de l'or ou sur des actions. Et effectivement, c'est un énorme potentiel que l'on a et un énorme levier d'enrichissement pour chaque particulier que d'avoir recours au crédit. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, vous posez 10 000 euros, vous pouvez obtenir un crédit autour des 100 000 euros et vous pouvez acheter un bien pour 100 000 euros. Alors que vous placez cet argent sur des livrets ou sur des pièces d'or ou sur des actions du CAC 40 ou étrangères, vous serez limité à 10 000 euros. Donc pour moi, c'est aussi un sacré avantage et intérêt de choisir l'immobilier par rapport à d'autres placements. Non, mais complètement. Et du coup, si je devais rajouter encore un petit point, euh,
on a un petit peu abordé le point de l'inflation. On l'a tous vu hein, ces 2, 3 dernières années où on tourne la vidéo, on est en 2025. L'inflation peut écraser littéralement la rentabilité de votre business. Le gros avantage de l'immobilier, c'est qu'en fait, si on prend une période de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on sait qu'un investissement immobilier, c'est un investissement long terme. Votre investissement suivra, voire performera mieux que l'inflation. Et le gros avantage également de l'immobilier, comme l'a dit tout à l'heure Simon, oui, vous allez contracter un emprunt. En règle générale, cet emprunt sera sur une valeur de 20 ans qui restera constante. En revanche, les loyers, si vous faites bien la revalorisation des loyers, etc., vous valorisez bien votre logement, votre loyer va suivre cette inflation, va performer mieux que l'inflation. C'est-à-dire que vous aurez des frais fixes, au-delà de la taxe foncière, je vous parle essentiellement du crédit, hein, des frais fixes qui resteront toujours sur une même valeur. Par contre, vos loyers vont suivre l'augmentation des loyers et du coup l'inflation. Ça va vous dégager à chaque fois une part de cash flow qui sera encore un peu plus positive. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. Si vous prenez en exemple l'or, oui, ça suit l'inflation. On l'a dit tout à l'heure. En revanche, vous ne dégagerez pas de cash flow positif. Il suivra l'inflation, point. Lorsque l'on parle de la crypto, ça va suivre l'inflation, mais en fonction de l'offre et de la demande. On sait que la crypto, c'est très variable. Oui, c'est volatile. Oui, ça peut exploser. Mais ça peut exploser vers le haut, ça peut exploser vers le bas. En revanche, l'immobilier, ça va suivre quand même l'indice de l'inflation de façon naturelle. Et c'est un des investissements pour moi les plus safe. Est-ce que tu veux me dire quelque chose, toi, du coup, Simon? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Ouais, bah, cerise sur le gâteau, c'est que finalement l'État français encourage un petit peu aussi l'investissement locatif, même s'il est un peu confiscatoire si on ne prévoit pas d'optimiser en tout cas l'impact fiscal. Mais en s'y prenant bien, on peut clairement réduire, voire annuler son impôt durant plusieurs années, surtout si on est en nom propre au travers de travaux. On a des dispositifs, des avantages fiscaux sur tout ce qui est les LMNP. Après, si on commence à avoir un patrimoine assez conséquent, on peut passer sur de la société. Et donc là, on bascule sur une typologie de fiscalité complètement différente que celle du particulier. Donc oui, il y a de l'impôt, mais on peut l'optimiser et le rendre assez indolore au final si on s'y prend bien et en avance. Voilà, faut anticiper cette question parce qu'elle est primordiale et moi de par mon expérience, ça peut devenir un point très bloquant si on ne fait pas ce qui est nécessaire dès le départ pour justement éviter le cash squeeze. En fait, si on résume tous les éléments qu'on vient de se dire, avant de passer à l'étape suivante, c'est que l'immobilier, c'est un investissement, quand c'est bien fait, stable, sécure. Ça vous permet de dégager des revenus passifs, des revenus avec un cash flow positif. Ça permet également de faire un effet de levier, ok, avec 10, 15, 20 000 euros qui vont payer les frais de notaire, etc. Vous allez pouvoir lever de la dette et donc de lever de la valeur. Ensuite, ça protège votre investissement contre l'inflation et ça vous permet également de bénéficier d'avantages, une petite diversification et d'avantages fiscaux. Voilà ce que ça apporte l'immobilier. Maintenant, si on réfléchit à quelles sont les étapes clés pour réussir un bon investissement immobilier. On a défini plusieurs éléments et on va vous les partager. Je pense que le premier élément le plus important, ça va être de définir votre objectif. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi vous souhaitez investir dans l'immobilier? Dans quel but vous souhaitez investir dans l'immobilier? Quand on dit ça, est-ce que c'est pour pouvoir avoir un complément de retraite dans les 10, 15, 20 ans à venir? Quel timing? Quel horizon vous souhaitez un complément de retraite? Quel est le montant que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez 500 euros, 1000 euros, etc. Tout ça, il faut commencer à y réfléchir. Et ensuite, combien vous pouvez investir dedans pour réaliser cet investissement immobilier? On ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, il va falloir un peu d'épargne. Il va falloir de l'épargne qui sera disponible. Il va falloir que vous puissiez payer toute ou partie des frais de notaire, des frais bancaires, etc. Donc, dans cette première étape, voilà, ça va être très important de se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vise, qu'est-ce que je suis prêt à concéder, qu'est-ce que je suis prêt à investir. Quand je dis investir, c'est financièrement, en termes de temps,
Est-ce que vous avez la possibilité de vous dégager du temps, etc. Donc, dans cette première question, définir son objectif, c'est pour moi un élément essentiel avant de commencer. Et ce qui est important, c'est une fois qu'on a défini cet objectif, donc à savoir le but, le pourquoi et le comment, et le combien surtout, là, c'est pour moi un point essentiel. C'est-à-dire, on dit toujours, les choses les plus importantes, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Une fois que vous avez trouvé le bon emplacement, vous pouvez chercher, mais c'est ce qui fera le succès ou non de votre investissement. C'est-à-dire que on peut adopter différentes stratégies, mais en tout cas, dans un premier temps, si on réfléchit en tant que bon père de famille, je donne un exemple, vous partez sur un studio meublé pour de l'étudiant en LMNP, et ben vous allez vous diriger dans un centre-ville de ville étudiante. Vous n'allez pas partir en pleine campagne, au milieu de nulle part, ou sans centre universitaire, ou sans école, parce que ça ne marchera pas. Et donc, il faut réussir à faire matcher la demande ou vos envies d'investissement avec la demande locale. Donc, soit on se dit, je veux tel type de bien, donc je vais m'orienter sur tel secteur, ou alors à l'inverse, moi, mon secteur, c'est ça, qu'est-ce qui va répondre à cette demande? Parce que par exemple, je sais que moi qui me suis spécialisé sur tout ce qui est immeuble de rapport, dans les grands centres-villes urbains où le coût au mètre carré a explosé, c'est vrai que c'est difficile pour nous de trouver de la rentabilité. Et aujourd'hui, ce type d'investissement peut être pertinent, mais c'est plutôt dans une phase vraiment patrimoniale. Si vous arrivez au moins à l'autofinancement sur ce type de bien, c'est déjà super. Mais là, quand on cherche vraiment à développer son patrimoine et le faire croître, l'idée c'est de pouvoir avoir un cash flow positif. Le but étant de pouvoir continuer à faire ces investissements et non pas être bloqué. Parce que ça nous amène au troisième point qui pour moi aussi est un point essentiel. Tu seras d'accord avec moi, c'est le financement. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Le financement, aujourd'hui, il va falloir, de toute façon, il va falloir vous dire une chose, c'est que vous avez, il va falloir, vous pouvez trouver la meilleure affaire. Si à un moment donné, vous n'arrivez pas à faire passer votre financement, vous aurez travaillé pour rien. Donc c'est aussi pour cette raison-là qu'il faut et qu'on va vous encourager, bien évidemment, à épargner une partie de vos revenus, à faire en sorte que vous puissiez avoir le meilleur dossier. Moi, je me souviens, je sais que dans ma boîte, dans la boîte, quand j'étais chez Coca-Cola, on a vendu une partie, on parlait d'habiller la mariée. C'est un peu ça. Il faut à un moment donné que vos comptes, voyez, que vous allez présenter, vous avez des comptes bancaires plus ou moins clean, éviter voilà, des dents rouges et avoir cette capacité à mettre une partie d'argent entre 5 et 10%, 5% sur une épargne, de sorte que vous puissiez montrer à votre banquier que vous gérez correctement vos comptes, pour que lorsque vous allez lui présenter un bien en locatif, vous montrez également que vous savez gérer déjà votre propre épargne. Si on reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit avec Simon, ça paraît très logique. Un, définir son objectif. Deux, définir quel emplacement on souhaite aller. Une bonne connaissance aussi de son marché. Parce que si je prends l'exemple, moi j'habite en Ile-de-France, si on prend l'exemple de Simon, bien évidemment, aujourd'hui, les Trois-Vallées, si vous voulez faire un investissement en montagne, ça cartonne. Les Trois-Vallées, ça augmente. Demain, on ne pourra plus skier à certains endroits de France, et donc les Trois-Vallées, c'est une valeur sûre. Mais vous voyez, quand on rentre dans le micro-détail, ok, dans les Trois-Vallées, il y a des villages sur lesquels c'est cher. Il y a des villages, on s'aperçoit, euh, je ne suis pas un pro, Simon, tu connaîtras mieux que moi, mais sur lesquels on voit qu'il y a une augmentation. Vous voyez, surfer au cœur de la vague. Donc, c'est très important de bien connaître également le secteur dans lequel vous voulez investir. L'emplacement, le secteur, super important, et bien évidemment, le financement. Et du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ces trois points-là, mais c'est essentiel. C'est vrai qu'en fait, c'est avec ces trois points-là qui sont essentiels, il faut arriver à un dernier point qui est la rentabilité. Et donc, il faut jouer sur ces trois points essentiels et essayer de les faire rentrer dans notre besoin de rentabilité. C'est-à-dire, il faut qu'on se définisse aussi dès le départ un objectif de rentabilité. Euh, Honnêtement, en dessous de l'autofinancement, moi je regarde même plus les projets parce que ça sert à rien. Par contre, comment aussi augmenter sa rentabilité? Il y a plusieurs solutions. On peut le faire notamment à l'achat.
c'est-à-dire comment bien négocier son investissement locatif. Il y a plusieurs moyens d'obtenir des réductions sur le prix qui est affiché. C'est parce que c'est un prix affiché que c'est un prix de vente. Faut se méfier de tout ce que peuvent dire les agents qui ont déjà des offres, qu'il y a déjà du monde derrière, que c'est un bien qui va se vendre en une semaine si on ne fait pas une offre tout de suite. Voilà, donc il faut bien réfléchir à ce point-là. La rentabilité aussi, elle peut passer par un changement de mode d'exploitation, c'est-à-dire vous voyez quelque chose, un petit T2 non meublé, et ben on peut le meubler et puis augmenter un petit peu la rentabilité en augmentant le loyer. Le sujet d'une prochaine vidéo, ce sera la transformation d'un grand T2 en T3 dans une vie étudiante. Donc vous passez d'un loyer à une personne seule à 2 loyers. Donc vous voyez, mécaniquement, la rentabilité va augmenter. Donc voilà, il y a plein de clés, d'astuces pour pouvoir aussi faire d'un appartement que finalement monsieur tout le monde n'aurait pas trouvé un intérêt. Et nous, on est là pour vraiment réussir à optimiser ces appartements, les repenser, que ce soit par un petit peu de homestaging, de meublement ou alors des travaux avec de plus grandes conséquences, parce que pareil, un bien qui est tout à refaire et avec un mauvais DPE ne sera pas présenté au même prix qu'un bien qui a été entièrement refait et meublé. Donc voilà, il y a plein de solutions pour vraiment réunir et mettre au vert ces 4 paramètres. Et une fois que tous ces feux sont verts, normalement, je pense qu'on peut passer à l'étape suivante et puis vraiment passer à l'achat. Pour moi, c'est simple et clair. Alors, je veux rajouter un petit truc du coup, Simon, c'est que on entend souvent des rentabilités folles. On voit des vidéos sur Internet avec des rentabilités incroyables, 13, 14, 15, enfin bref. Euh, Maintenant, attention, visez toujours des rentabilités smart. Comme le disait Simon, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, autour de 7% net, c'est l'autofinancement. Il faut juste le retenir. 7% net, c'est un autofinancement. Ce qui veut dire que quand vous voyez 7% net, ça fait zéro en fait à la fin de votre bas de ligne, puisque du coup vous payez tout. Il y a des villes, forcément, ou des projets, il va falloir se le dire, ça va être plus complexe. Je reviens sur la montagne. J'adore la montagne, donc du coup j'en parle. Vous voulez investir, vous voulez vous faire plaisir. Investissement locatif sur lequel vous allez pouvoir bénéficier de cet appartement de montagne une fois par semaine l'hiver, 2 fois par semaine l'été. Ça va être très compliqué. On sait très bien que ces secteurs, ça va être très compliqué d'atteindre ça. Donc après, mettez-vous des objectifs smart. Vous pouvez optimiser, on va bien évidemment optimiser, mais vous n'avez pas la même rentabilité avec un immeuble sur des villes de taille moyenne versus un appartement plein centre de Paris, plein centre de Méribel, dans la French Riviera à côté de Saint-Tropez. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On vous accompagne, on vous donne un certain nombre de techniques pour aller plus loin, etc., etc. Maintenant, on n'est pas Harry Potter. L'idée, c'est quand même de le dire, tu vois, c'est important. C'est-à-dire que il faut aussi être conscient. C'est un travail qui est smart. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je dis à tout le monde. Warning, quand on vous dit 14%, 15% brut, 17, 18, et j'en passe des meilleurs, attention. Attention, souvent ces chiffres-là, attention. Parce que quand vous faites quelque chose en bon faire de famille, oui, vous allez faire une bonne négo, oui, vous allez suivre les chantiers et faire les travaux, oui, vous allez valoriser, etc., etc. Mais il faut quand même se dire que il y a des grilles quand même, ok, par rapport à chaque investissement. Et quand vous sortez trop du cadre, c'est bizarre. Warning. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Simon, mais voilà, c'était le petit point que je voulais rajouter. Donc écoute, ce que tu viens de dire, Nicolas, moi je dirais, je reformulerais autrement avec un mot qui est le risque, simplement. C'est la notion de risque. Donc plus un bien est affiché, soi-disant, avec une rentabilité haute, plus le risque sera élevé. Et à l'inverse, vous êtes en plein cœur de Paris, comme toi, même moi en plein cœur d'Annecy, dans le Triangle d'Or, vous avez des biens qui sont à 3-4% de rentabilité avec les loyers, tellement que le prix au mètre carré est cher, sauf que vous avez un bien qui perdra jamais de valeur et qui continuera toujours à en prendre, parce que hormis une bombe qui détruit la moitié de la ville, je vois pas pourquoi le bien ne pourrait pas continuer à prendre de la valeur. Alors après, ça c'est aussi une balance à prendre en compte. Est-ce que finalement je cherche uniquement du rendement, je cherche du patrimonial, c'est-à-dire que il faudrait voir sur le temps, mais entre le coût du loyer par rapport au crédit, plus
l'augmentation annuelle de la valeur de notre appartement. En fin de compte, si on compare des fois avec des immeubles qui ne vont pas prendre de valeur sur 10 ans en plein milieu d'une campagne, certes, on aura une très belle rentabilité, mais si 10 ans après, vous le revendez au même prix que vous l'avez acheté, au final, on ne sera pas forcément plus gagnant. Bon, c'est deux stratégies différentes à prendre en compte. C'est deux stratégies différentes dans lesquelles elles peuvent être pertinentes d'aller à un moment donné de notre niveau d'investissement locatif. Mais pour moi, les deux se valent. Par contre, oui, il ne faudra pas espérer obtenir et du patrimonial et du très très haut rendement. Voilà. Faudra choisir un des deux chemins à un moment donné. Et puis voilà. Et tu vois, c'est pour ça que quand j'accompagne ou quand je parle avec des personnes, je leur dis aussi, on a pour habitude de calculer la rentabilité, énormément d'investisseurs font ça, on fait tout ça, mais de se dire, ok, si je mets 1 euro, combien cet euro, tu sais, combien je gagne avec cet euro. En gros, souvent c'est ça, notamment pour de l'immeuble. Donc ça, il n'y a pas de souci, tu vois, j'ai pas de souci avec ça. Je mets 200 000 euros, combien j'ai de loyer, si j'ai 2000, patati patata, on fait le calcul, on met dans la moulinette. Mais des fois, quand j'accompagne des gens, je leur dis, sur ce type de bien-là, un appartement à Paris ou une maison quelconque, tu vois, ou près d'Annecy, etc., etc., moi, je peux prendre aussi en compte ce qu'on appelle le TRI, le taux de rentabilité interne. C'est-à-dire, en fait, je vais calculer le coût de votre achat. Sur Excel, ça se fait très bien. Je vais calculer quel est le chiffre d'affaires que cet investissement va générer. Et je vais calculer la vente potentielle. On va partir sur une vente sur Annecy où on prend en moyenne 4, 5, alors, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais pourcent d'augmentation. Et parfois, en fait, votre rentabilité brute et nette ne sera pas waouh à l'instant T, mais vous allez vous y retrouver à la vente, puisque comme vous aurez fait des travaux de réhabilitation sur le logement, comme la valeur aura augmenté, vous allez louer 5, 6 ans, vous allez le revendre à un prix qui sera supérieur, votre projet, l'ensemble de votre projet sera rentable avec la revente. Mais, je te rejoins de ce qu'on se disait, sur un immeuble, attention, il ne faut pas faire ce calcul-là, un investisseur immobilier ne va pas calculer comme ça, lui il va calculer combien je mets, qu'est-ce que je mets, ce qui me rapporte, point, et il veut gagner tout de suite. Mais ça peut être, tu vois, une technique, je me dis, quand tu achètes un appart, quand tu achètes une maison reculée ou autre, dans des secteurs. Moi, je commence à penser comme ça dans des secteurs, tu vois, où on est à 4000, 5000 euros du mètre carré ou plus. Je pense à Lille, je pense à, tu vois, à des villes avec du potentiel et sur lequel vous allez pouvoir toucher un primo-accédant à la revente. Je, je me permets à penser un peu comme ça aussi. Et je pense que c'est ce qu'ils font hein, sur les grandes villes. Donc du coup, voilà, moi j'ai donné deux éléments. Maintenant, bien évidemment, ce qu'on vous dit là à travers la vidéo, ça va vraiment être du cas par cas. C'est pour cette raison-là que forcément je vais vous recommander, je vais vous conseiller de faire, avant de prendre des décisions, soit de vous rapprocher de quelqu'un qui connaît bien, soit de vous rapprocher de nous via la Fédération d'investissement locatif et notre site internet. Et même si vous voulez pas prendre une formule complète, aujourd'hui on propose avec Simon des formules d'1 heure. L'idée c'est de balayer tous vos chiffres, ok, d'essayer vraiment de se mettre dans votre investissement. Et puis on vous conseillera soit de conseiller soit un égo, soit vous déconseiller en vous disant ok ton calcul il est bon, mais moi versus l'investissement je prendrais ça en compte. Je sais pas ce que tu en penses Simon, mais je pense que voilà, n'hésitez pas plus à des fois ouvrir vos chakras, pensez et faites-vous accompagner parce que une erreur est vite réalisée. Donc la question à se poser maintenant, une fois qu'on a balayé tout ce que l'on vient de se dire, c'est quelles sont du coup les erreurs à éviter dans un investissement locatif? Je te laisse parler Simon, tu en as, tu as plaît-toi à répondre. Ouais, non, c'est rapidement là pour balayer quelques petites erreurs que l'on peut faire parce que surtout si l'on cherche à, comment dirais-je, à aller au plus simple, au plus vite et sans se dire je me prends la tête, je veux faire quelque chose de simple et facile. Et en fin de compte, l'immobilier c'est ni simple ni facile. Et moi, une des premières erreurs que je remarque, et là je vois dans mon entourage proche des amis qui avaient un besoin de défiscaliser et qui ont acheté sans visiter un bien. Mais pour moi, c'est impensable.
parce que honnêtement, vous ressentez pas déjà l'ambiance, l'emplacement du bien, où est-ce qu'il se situe, surtout que c'est une ville qui était assez loin de chez eux, qui connaissaient pas plus que ça. Enfin, c'est primordial d'aller visiter, vous vous imprégnez des lieux, vous regardez déjà dans si un appartement, bah, l'ensemble de la copropriété, la qualité de celle-ci, est-ce que c'est entretenu, est-ce que les parties communes sont refaites et bien tenues, est-ce que c'est propre, le voisinage, est-ce que ça se passe bien. Voilà, et puis vous avez l'occasion de discuter avec l'agent IMO, donc il pourra vous parler de cette offre-là, mais admettons que vous posez la question, vous soyez un petit peu curieux, bah, est-ce qu'il a d'autres biens qui va rentrer ou qui seraient disponibles en off-market. Moi, à titre d'exemple, quand je visite mes immeubles en vue d'un nouvel achat, généralement, il y a des locataires sur un ou plusieurs lots dans le bien. Je pose toujours la question au locataire quand il fait visiter, est-ce que vous avez une remarque à me faire, est-ce que tout va bien? Voilà, une question assez ouverte, les gens se livrent assez facilement parce que quelque part on n'est pas le propriétaire, donc ça permet d'avoir tout de suite des infos qui sont pertinentes et intéressantes. Donc voilà, une erreur primordiale pour moi qui a évité, c'est il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain, il n'y a pas de mystère. De toute façon, c'est évident. Et puis après, je me dis, comment on peut estimer les travaux, avoir une vision des travaux si vous n'avez pas visité. Il faut savoir que quand vous allez reprendre un bien immobilier, vous reprenez tout, hein. Vous reprenez l'actif, le passif, vous reprenez tout, vous reprenez l'historique. Moi, ce que j'aime bien lorsque je visite, faire des bonnes questions de découverte. Est-ce que vous pouvez me parler de votre appartement, de votre immeuble? Qu'est-ce que vous avez réalisé comme travaux? Qu'est-ce qui reste à faire? Selon vous, qu'est-ce qui restera à faire si vous deviez le garder? N'hésitez pas dans les phases de découverte, quand vous visitez, poser des questions ouvertes. Comme il l'a dit Simon, posez des questions locataires. Comment vous sentez ici? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est bien sonorisé? Pouvez-vous me dire votre facture d'électricité, madame? Ah, ok, etc. Et moi, souvent, je regarde. Est-ce que j'ai des grippins? Est-ce que je regarde un petit peu tout? Et en fait, ça, c'est primordial. Et tout ça, ça se fait dans la visite. Quand vous êtes en visite, vous prenez le poumon du bien. Vous voyez le tempo. Donc, forcément, si vous visitez pas, bah forcément, déjà, c'est pas vous qui allez pouvoir estimer les travaux. Et vous n'allez pas pouvoir les petits détails, les petites virgules, etc. de l'appartement. Enfin, pour moi, c'est primordial. Primordial. On est d'accord. Ouais, donc ce que tu disais, la mal estimée des travaux, ça peut faire partie aussi des erreurs qui peuvent coûter très cher. Bien sûr. Bon, après ça, c'est plutôt sur des choses assez basiques et simples, mais faut s'appuyer du DPE maintenant. Même si Un je peu? mettrais moi Oui. quelques petites réserves, c'est-à-dire tous les gros travaux qui coûtent très cher, notamment pour de l'investissement locatif, hein. Je ne parle pas pour sa résidence principale, donc là on peut vraiment mettre du très haut de gamme et de la quali, mais sur des biens en location, moi je travaille avec une agence, hein, qui fait la gestion locative. Je sais que j'avais un appartement qui était en F, et tout de suite il fallait isoler le bâtiment extérieur, il fallait changer les radiateurs, il fallait mettre des pompes à chaleur, RO. Enfin, c'est un studio de 30 mètres carrés qui, si on regardait les travaux qu'il y avait à faire, allait me coûter encore 50 000 autres travaux, alors que c'est un bien qui n'est même pas loué plus de 450 euros par mois. Donc avant de rentabiliser le coût de ces travaux, parce qu'on avait une lettre en F, moi j'ai appelé le diagnostiqueur, il m'a dit non mais monsieur, en dessous de votre appartement, vous avez un garage. Il suffit de mettre 5 cm d'isolant sous ce garage et on passe en E. Et vous êtes tranquille jusqu'en 2034. Donc vous voyez, faut bien anticiper aussi tout ça. Et des fois, il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre un petit peu le temps de réfléchir. Comment je vais faire? Oui, il faut optimiser ses DPE. Oui, il faut amener du confort aux locataires. Par contre, il ne faut pas... moi, je vois de nombreux articles aujourd'hui où des personnes se mordent les doigts d'avoir fait des rénovations énergétiques qui leur ont coûté les yeux de la tête pour même pas gagner une lettre ou deux lettres supplémentaires. Donc ça, c'est un point aussi primordial. Effectivement, je te rejoins. Attention, pour ceux qui me suivent, hein, je travaille chez Aldes du coup, et on parle que de la performance énergétique, rénovation énergétique. Pour info, j'ai visité des appartements, des maisons en E, il n'y a pas de fenêtre, hein. J'ai visité des trucs complètement finis, magnifiques en G. Enfin bref. Donc, le DPE, attention, moi effectivement, j'y prends en compte. Euh, Franchement, hein, on sait que la note aujourd'hui, isolation, évidemment, c'est pas primordial. Système de chauffage, ça fait tout de suite grimper ta note.
Et par contre, effectivement, comme tu disais, des fois, les coûts qui sont indiqués, bon, ça peut être un petit peu optimisé. Tu vois, des fois, quand tu lis le DPE, on te dit, bah, pour arriver en lettre B, il faut investir 60-70 000 euros. Bon, tu vois, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais tout ça, voilà, on revient sur ce qu'on se disait, tout ça, c'est des éléments que tu peux voir comment? Bah, en te déplaçant, en allant voir, en prenant les travaux en compte, etc. Je vais rajouter un petit point aussi. Là, on a parlé que de la partie bâtiment, et bien évidemment, c'est important. Négligez pas non plus la partie fiscale. C'est primordial. C'est-à-dire que chez nous, la FIL, on va quand même toujours prendre en compte votre situation personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout la même chose quand vous êtes une personne sur laquelle vous avez des revenus, allez, de 1500 à 2000 euros, vous faites un premier investissement, vous avez une imposition qui est X versus un cadre sup d'un grand groupe et qui y est marié avec une femme qui est également cadre sup dans un grand groupe, où là on est sur des taux d'imposition à 30-40%. Attention, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, nous, on va s'adapter à ça. On va s'adapter à votre objectif, s'adapter à votre imposition, s'adapter au projet que vous avez visé pour pouvoir trouver la bonne boîte qui va faire en sorte que vous allez maximiser votre rentabilité brute et surtout net. Quand je dis net, c'est ce que vous allez garder dans votre poche. Et en règle générale, les gens ils sont plus ou moins contents de garder l'argent dans sa poche que de le donner aux impôts, hein. Ah, je sais pas ce que tu en penses, Simon, mais Non, je pense qu'il faut en donner une certaine partie, mais il faut pas non plus tout prendre. Faut être intelligent, voilà. La loi nous autorise à faire certaines optimisations, donc pourquoi s'en priver? Et nul n'est censé ignorer la loi. Donc à nous d'aller chercher les infos, à nous d'aller comprendre les textes et de savoir ce qu'on peut faire. Moi, je rajouterais en erreur de débutant facile à éviter. Moi, j'en reviens sur le point là qui concerne surtout quand on cherche la rentabilité dans des villes un peu moins attractives, c'est de négliger tout ce qui va être vacances locatives. Parce que ce point-là peut être on va dire, un point de rupture dans votre rentabilité totale si pendant 6 mois, bah, vous ne retrouvez pas de locataire. Ou alors de locataire viable. Parce qu'on peut coupler à ça une autre des erreurs des débutants qui font particulièrement, que moi j'ai pu faire au début, surtout si vous gérez en direct, c'est-à-dire la peur de la vacance locative va vous amener à sélectionner des locataires de mauvaise qualité. Et ces personnes-là qui vont vous démarcher sur le bon coin, qui vont louer l'appartement, j'ai envie de dire, ils sont peut-être rodés à ça, ils savent repérer les personnes un petit peu susceptibles de se laisser tenter pour louer à des personnes non fiables. Et une fois que vous avez mis un locataire qui ne paye pas, bah, c'est compliqué. Vous êtes parti pour 2 ans de procédure, donc non, ça faut l'éviter parce que là, votre rentabilité, vous l'oubliez, hein. Donc voilà pour moi encore 2 erreurs à éviter. Je ne sais pas si tu veux encore ajouter un dernier point. je suis d'accord avec toi. Mal choisir ses locataires, pas anticiper ses vacances locatives, etc. C'est essentiel. Je dirais un dernier petit point aussi. Attention à ne pas se saisir, séduire sur un coup de cœur. On parle d'un investissement locatif. À un moment donné, vous ne pouvez pas sortir des chiffres. Ok. Pour arriver sur la fin de cette vidéo, on vous avait promis un bonus. Je vous avais promis un bonus. Donc je vais quand même vous donner le bonus que je vous ai promis. Je sais que toi, Simon, c'est pareil, là où tu habites, c'est exactement pareil chez moi à Paris. On entend toujours la même phrase. Ok, Nicolas, c'est bien. Ok, Simon, mais chez moi, c'est pas possible. Ok, le prix de l'immobilier est élevé. Chez moi, c'est pas possible ce que tu dis, etc. Bah, je vais vous donner une petite astuce. J'ai un ami à moi qui est pareil, c'était pas possible. Donc du coup, c'était pas possible. Et en discutant avec lui, c'était un appartement sur Évry qu'il souhaitait acheter, mais le coût du crédit, on était à 140, je sais plus exactement, 130 000 euros. Enfin bref, le coût du crédit était important et il n'arrivait pas à essuyer l'ensemble de ses frais fixes. Et je lui ai mis à l'idée, ok, Évry, il y a toutes les facs, il y a tous les transports en commun. Pourquoi tu fais pas de la colocation? Il y a 3 chambres. 3 chambres, tu les loues 500 euros par chambre, ça fait 1500 euros, au lieu de 1000 euros en location nue. Et oui, tu as un petit peu de travail à gérer toute cette partie-là. Pour la petite info, donc du coup, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait 3 chambres, il les a aménagées, il a fait un truc super cosy, super sympa pour les étudiants. Ça cartonne. Il y a cartonne. Ces 3 chambres, elles sont tout le temps louées et il n'y a aucun trou, il y a aucune vacance locative.
Donc voilà pour un petit conseil. Quand vraiment vous n'avez pas de possibilité de faire une location nue et entre guillemets de tirer de la renta, eh ben mon petit conseil, dans une ville, une belle ville avec des facs, etc., etc., pourquoi pas ne tenter la colocation? Et puis voilà. Est-ce que je te laisse conclure du coup Simon ou tu veux que je le fasse? Bon bah du coup je vais le faire pour Simon. Franchement, ça nous a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo. On a essayé vraiment de créer une interaction pour pouvoir vraiment avoir un moment d'échange avec vous sur un sujet qui nous passionne. Maintenant, voilà, on vous a donné toutes les clés qui étaient liées à l'investissement locatif. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo tu l'as trouvée intéressante, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. S'il y a des éléments sur lesquels tu voulais qu'on approfondisse un peu plus, qu'on donne un peu plus de détails, bah, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça nous fait plaisir. Abonne-toi à nos vidéos. N'hésite pas à mettre la petite cloche. On va continuer à faire ce type de vidéos et on va continuer à partager également nos réalisations. Suivez-nous aussi sur la Fédération des investisseurs locatifs. Prenez rendez-vous avec nous. On vous propose également 30 minutes d'échange gratuit avec nous pour échanger sur voilà, toutes les solutions qu'on propose. Je vous dis au revoir. Très belle journée à vous et à bientôt. Ciao.